Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être venus finalement assez nombreux. Ça nous fait plaisir parce qu'on adore produire du contenu pour la communauté, on adore échanger, surtout sur des mouvements un peu émergents comme les chatbots le sont en ce moment. Donc si vous le voulez bien, on va live coder ensemble un petit chatbot un peu simpliste, mais sexy quand même. Donc juste une précision avant de démarrer, on ne va pas du tout faire de NLP ce soir. Moi, je fais pas d'intelligence artificielle, j'utilise pas les API de NLP. Là, on parle de bots qui sont linéaires, qui sont basés sur des règles et qui donc vont présenter des interactions à l'utilisateur, soit sous forme de commandes, de boutons, ou même réagir à ce qu'ils disent. Je vous écoute. C'est quoi NLP ? NLP, c'est Natural Language Processing. Et donc, c'est quand on a un bot qui interprète des conversations en langage naturel et qui les transforme en quelque chose de digestible par la machine. Donc ça, c'est ce qu'on ne fera pas ce soir. Voilà. Donc ce soir, on va tester 4 techniques, et c'est la dernière qui va nous permettre de faire le bot que j'ai en tête. Donc ces techniques, pour commencer, la plus simple pour plugger votre appli à Slack, c'est les webhooks. Donc Slack vous permet d'avoir des URL qui sont des hooks sur lesquels vous pouvez envoyer du texte, et ce texte est posté sur une channel Slack automatiquement. Donc c'est unidirectionnel, c'est du bot vers une channel ou vers un user, et c'est à l'initiative du bot. Comme deuxième étape un peu plus sexy, vous pouvez utiliser les slash commandes. Donc les slash commandes, c'est comme par exemple toutes les slash commandes qu'il y a dans Slack par défaut. Donc c'est une commande qui commence par slash et qui est interprétée directement par votre bot. Ensuite, on va voir donc les messages interactifs. Ça, c'est une fonction de Slack qui permet de mettre des attachments dans un message. Et ces attachments, ça peut être soit de la présentation de contenu, soit des boutons, des champs de texte, toute forme d'interaction. Et pour finir, on va tester l'API RTM. Donc RTM, c'est Real Time Messaging. C'est une API propre à Slack qui est basée sur des événements et qui permet en fait de suivre toute l'activité qu'il y a sur une room Slack. Chaque fois que quelqu'un se connecte, chaque fois que quelqu'un poste un message, poste un emoji, l'API RTM est prévenue et tous les bots qui écoutent sur cette API vont recevoir les événements. Donc, on va commencer par les webhooks. Donc, les webhooks, c'est super simple à intégrer. Ça se passe, donc je pense que pour y accéder, quand vous êtes dans votre Slack, vous allez dans Gérer les applications. Et en fait, les webhooks, c'est ce qu'ils appellent une intégration personnalisée parce que ce n'est pas une app complète Slack. Donc voilà, ici j'en ai déjà une. Mais je vais vous montrer rapidement comment ça se configure. Voilà, c'est vraiment très très bête. Il suffit de choisir en fait la chaîne dans laquelle le webhook va poster et l'intégration est finie. Il va vous donner en échange une URL qui est utilisable immédiatement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est voir par exemple ici j'en ai une. Si je vais voir sa config, j'ai une URL qui est ici et qui est utilisable dans mon code. Donc pour commencer, on peut faire un truc très très simple. C'est qu'on va faire poster sur notre channel Slack un autre bot. Alors je garde mon webhook sous la main. Pour ça, on va utiliser uniquement HTTP. Je n'ai pas précisé, tout va être en Node.js. Donc c'est un langage assez simple à comprendre, hein, même si vous ne le pratiquez pas, et ça vous donnera les bases. Donc pour ça, on va uniquement utiliser la librairie HTTP de Node.js qui permet effectivement de poster des requêtes post ou get sur une URL arbitraire. Donc comme vous voyez, je me suis préparé des petites fonctions que je vais vous détailler. Mais effectivement, c'est très très simple. Donc là, on a juste une requête post qui va partir vers l'URL du webhook et on va construire un message Slack. Donc là, c'est la base du formatting Slack, c'est juste un attribut texte dans le payload et cet attribut texte contient le texte de votre message. Donc, par exemple, je vais juste configurer mon webhook. Je t'écoute, Hugo. Tu avais une question ? Non ? Alors ça va. Donc je vais juste configurer le bon webhook
et on va faire de la magie pour la première fois. Voilà. Et donc là, je vais utiliser ma fonction postText. Je lui fais dire vive Comet et vive l'amour. Donc bien sûr, tout ce qui est formatting Slack fonctionne dans les messages automatiques. Donc vous pouvez utiliser toutes les fonctions que vous aimez bien sur Slack. Excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Mr. Roboto. Brutal. Ah oui, non mais ça, alors ok. Bon, petit détail. En Node, donc on ne peut pas faire de la sync hors d'une fonction. C'est un débat qui a duré des siècles, mais finalement, les gens ennuyés ont perdu et on ne peut pas le faire. Donc, une petite fonction async, et j'appelle ma fonction test. C'est pas mal quand même. Donc là, ma fonction sort rien en l'occurrence. Et si je vais ici, vive Comet et vive l'amour. Premier épisode de magie quand même, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 0 d'une intégration Slack. L'avantage par contre, c'est qu'avec ça, si votre compagnie fonctionne sous Slack, votre appli peut poster des notifications internes. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise à l'excès chez Comet, parce qu'on a un flux d'événements à destination des opérations. Et dès qu'il se passe quelque chose sur une mission, ils sont prévenus tout de suite, ils peuvent interagir avec ça. Donc, jusque-là, je ne rentre pas dans le détail des configurations, parce qu'ici, vous pouvez bien sûr rajouter un icône, un nom rigolo, etc. à votre bot. Je pense que les interfaces Slack sont assez explicatives par elles-mêmes. On va donc tester de créer une slash commande. Voilà. Slash commande, c'est la deuxième étape. C'est très très simple. Ça se passe donc dans nos apps Slack. Alors vous avez ce lien là, je vous communiquerai le lien du repository à la fin du talk. C'est pas ça que je veux faire. Et donc mon bot s'appelle Huggy les bons tuyaux, bien sûr. Et en français, ça se dit une commande de barre oblique, et personne ne sait pourquoi ils ont fait ça. Oui, déjà, mais je n'ai pas réussi à le remettre en anglais. Alors. Donc, on va créer une requête qui s'appelle /comet. On va donner une petite description, être génial. Et ça suffira. Donc là, vous voyez, il me demande une request URL, parce que bien sûr, quand un utilisateur va utiliser ma /commande, il faut que ça puisse pousser le contenu de sa commande quelque part. Donc pour ça, je vais vous montrer l'outil indispensable du développeur de Slackbot qui s'appelle ngrok. Donc si vous, il y en a qui connaissent. Voilà, ngrok, c'est tout simple, ça va faire un tunnel depuis une URL qui est accessible de l'extérieur vers votre localhost sur un port déterminé. Donc il suffit de l'installer, c'est vraiment très très simple à installer. Et pour le lancer, vous voyez, vous lui dites, je veux un tunnel HTTP sur le port 8081, et il vous répond avec une URL. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir de l'HTTPS, et beaucoup d'API réclament l'HTTPS dans ce contexte-là. Donc ici. Excusez-moi, je ne t'entends pas du tout. Je n'entendais pas que quelqu'un parlait même. Et ouais, bien sûr. Ok, ouais. Ben, ça sert effectivement à router tout ce qui est un peu complexe et qui vient de l'extérieur vers votre petite appli. Donc, on va se faire un endpoint qu'on appelle Comet et ça devrait suffire. Ok. Ouais. Donc bien sûr, ça ne se fait pas tout seul ces choses-là. Il va me falloir un petit routeur pour récupérer la requête HTTP qui arrive. Moi j'aime bien utiliser Node Simple Router, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça a l'avantage d'être vraiment très simple à utiliser.
C'est-à-dire que ça n'a que la fonction de routage. Donc, si vous me le permettez. Pour l'instant, on va juste loguer la request qui nous arrive. Je prends un tir direct, router is not defined. Ah ouais. Excusez-moi, je suis un peu nerveux, alors je fais les choses vite et... Comment ? Oui, carrément. Et puis aussi, initialiser mon routeur. Donc, je ne détaille pas l'utilisation de ça, tout ce qu'il y a à voir. Ouais. Et du coup, maintenant, comme je suis dans des... Je n'ai plus besoin de tout ça. Donc là, on va avoir un routeur tout à fait valable. De quoi? Ah bah si, elle sort, elle nous dit quand le bot a démarré. D'accord. Voilà. Et comme j'ai déjà... Quoi? Ben non. Ah oui, pardon. Bon, ben j'ai tout le Docker de Comet qui traîne. Ouais, il faut que je le Merci. Ça, c'est du live coding. Vous êtes solidaire avec moi et vous me signalez mes conneries avant qu'elles me pètent à la gueule. Et donc, je vais juste... Donc, vous voyez, c'est très rapide. Mon bot s'est bien lancé. Et là, si je lui dis... Eh ouais, bien sûr. Parce que Slack, tout est toujours bien réfléchi comme ça. Donc je fais /commit, je me prends un tir ou même pas, parce que finalement la requête n'arrive jamais nulle part, parce que je ne l'ai pas terminée. Mais ici, j'ai tout le contenu. On va regarder ça ensemble très vite fait. Ça, c'est du merdier. Voilà, le body. Vous avez un token. Ça, vous pouvez l'utiliser par sécurité pour vérifier que c'est bien votre appli Slack qui vous a répondu sur le webhook. Donc ce token, vous l'avez dans votre interface. Et là, toutes les infos, c'était dans tel team, c'était dans tel channel, c'était le user qui m'a demandé /commit. S'il y a des arguments derrière, ils seront rajoutés dans le texte, ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce dont on a besoin. Et un exemple, le niveau 0 de la réponse en fait, à une /commande, c'est juste de faire res-end, donc comme pour n'importe quel routeur, c'est-à-dire juste je finis ma requête HTTP, et je lui réponds, c'est l'amour. Et donc si je viens ici, ça prend une plombe. Ouais, c'est pas con. J'oublie toujours comme c'est asynchrone. Hop. Parce que Comet, c'est l'amour, finalement. Donc vous voyez, la petite mention visible par vous seulement, ça c'est le défaut. Il y a une option en fait, dans le payload qui permet de lui indiquer que le message ne doit pas être visible seulement par moi. Mais ça c'est la base pour des interactions immédiates avec un utilisateur individuellement. Où je voulais en venir avec ça, moi. Donc, voilà, ça c'est la base, mais bien sûr, vous pouvez lui répondre avec des contenus bien plus riches que juste un petit bout de texte. Et pour ça, vous allez utiliser une info qu'on a eue ici, c'est la response URL. Ça, c'est un webhook temporaire que Slack a créé pour répondre à cet utilisateur dans ce contexte-là. Donc, vous pouvez l'utiliser de la sorte. Donc,
on va faire un post message, parce qu'on va faire un petit peu plus chiadé. Et on va l'envoyer vers ce webhook pardon. Non, en fait, je déconne. On va l'envoyer complètement sur le webhook temporaire qui nous a été fourni, et donc on va le récupérer d'abord. Hop. Voilà, donc si c'est pas clair pour vous, vous pouvez dire. Moi, je vais très vite passer un truc que j'ai déjà fait 400 fois. Ça sera quoi la différence du coup avec le N de tout ça? En fait, res.n, tu ne peux répondre qu'une chaîne de caractères. Et là, je vais pouvoir commencer à formater des vrais messages Slack. Donc, voilà. Pour l'instant, si on met du texte, c'est la même chose. Ouais, tout à fait. Mais là, je vais rajouter un élément en plus, c'est que je vais commencer à mettre des attachments. Donc tout le contenu riche sur les Slackbots, c'est basé sur les attachments. Comme je vous disais tout à l'heure, un attachment, ça peut être soit du contenu, donc vous pouvez présenter des images, des champs de manière un peu sexy, ou même des boutons, pour quand on en sera un peu plus loin. Pour l'instant. Et on peut lui rajouter par exemple une petite couleur. Donc il y a Good, Warning et Danger chez Slack. Et sinon, vous pouvez y mettre ici un petit code hexadécimal et ça file tout seul. Je vous écoute. Du coup, ça répond à une commande du user. Ouais. Et t'as pas besoin de lui renvoyer tu lui fais pas un REST avant d'appeler sur le webhook? Non. En fait, il faut faire REST-N juste pour closer la requête HTTP. Donc tu fais ton REST et ensuite ton webhook. Moi, je fais dans l'autre sens. Je ne sais pas si ça... Tu codes webhook avant? Ouais, parce que j'ai peur que si tu fermes la connexion HTTP, le webhook se ferme. Ah ouais? Je dis ça, je le sors de mon chapeau. Hein. Mais c'est le feeling que j'avais sur le sujet. Donc là, il faut que tu remettes ton Ouais. Donc bon, bah ça c'est la base d'un petit truc. Je regarde si j'avais pas... Non, j'avais pas d'idée mieux. Hop. Vive Comet. Voilà, et vous voyez, ça c'est un petit attachment. Voilà, juste pour vous montrer l'aspect visuel des attachments. Hop. Je vais en mettre un qui est good. Et du coup, elle t'a pas mis de await sur ton post message? Excuse-moi. Tu n'as pas mis de await sur ton post message, donc tu fais rest.end avant que ton post message s'il est à 5 secondes avant. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Du coup, en fait, ça répond à ta question tout à l'heure. Ouais, ça n'a pas l'air de péter quoi que ce soit. Effectivement. Allez, maintenant tu m'as mis le doute. Mais c'est l'effet Bonaldi, une fois que tu le sais, le risque que ça pète est démultiplié. Voilà, ça c'est juste pour un petit exemple. Voilà, que vous voyez, en fait, il y a ces traits, c'est ça qui sépare les attachments. C'est que chacun va avoir une barre. Excuse-moi. La couleur, c'est sur le trait, c'est pas sur le texte. Pardon? La couleur, c'est sur le texte. Quand tu peux mettre un Oui. hexadécimal, en fait, Ouais, tout à fait. colorier ton texte, en fait. Tu peux Ouais, absolument. Et je pense pas que tu puisses colorier le texte. Parce que là, tu rentres un peu dans les features de Slack. Eux, ils vont pas vouloir que tu fasses un truc illisible, finalement, avec leur plateforme. Voilà, donc ça, c'est un tout petit truc de base. Si vous voulez, je peux vous montrer une version que j'avais préparée qui fait tout simplement un lancer de dés sous forme de chatbot. Non, c'est pas lui. Voilà, donc je ne vous détaille pas plus, hein, ça va prendre un chiffre au hasard, entre j'imagine 1 et 10. Non, même pas. Non, ça va être cool, vous allez voir. Non, en fait, la différence, je vous montre dans le code, c'est qu'ici, je vais exploiter le texte qui est fourni par l'utilisateur. Et donc, je vais faire lancer un dé à n faces. Et c'est l'utilisateur qui précise le nombre de faces. Voilà. Si l'explication ne vous convainc pas, je vous montre tout de suite.
Je vais juste configurer le webhook. Hello. Et donc, test, je vais lui faire tirer un dé à 20 faces, parce qu'on n'est pas des enfants qui jouent à la marelle. Et là, effectivement, il me sort un chiffre au hasard. Donc, vous voyez, ça c'est juste pour démontrer, c'est très très rapide, quoi. C'est vraiment là, vous pouvez vendre ça 8 jours à un client, mais ça vous aura pris qu'une demi-heure. Et là, si vous regardez, il y a 30 lignes de code. Et je suis spacieux dans mon code. Donc ça, je pense, c'est un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec les slash commandes. J'avais rien de particulier. Voilà, vous avez de la doc, encore une fois, je vous donnerai le lien du repository. Il y a les liens vers les docs pertinentes chez Slack. Et donc, on va arriver à quelque chose de vrai. En fait, on va passer maintenant dans un mode où on crée un bot, c'est-à-dire une app Slack, qui ultimement peut être publiée sur l'annuaire des applications Slack, et qui donc a une vie à part, parce que les slash commandes en fait ne vivent que dans la config Slack. Donc pour ça, on va venir ici, et c'est les Interactive Components. C'est très simple à configurer, vu qu'il y a juste l'URL de la requête à installer. Toujours votre petit ngrok. Voilà. Donc la différence en fait principale avec les slash commandes, c'est que maintenant l'interaction va être à l'initiative du bot. Donc si votre appli détecte une condition qui nécessite une interaction, c'est vous qui êtes capable de démarrer la conversation. C'est la différence principale avec les slash commandes. Donc pour ça, je ne vais pas tout recoder devant vous, hein, si ça ne vous fait rien. Je vérifie qu'on a tout. Comment? Ouais. Bien vu. J'avoue, je fais ça tout de suite. Donc, je vais juste me dupliquer ce bloc pour le garder pour plus tard. Et en attendant, on va faire quelque chose de bien plus simple pour commencer. Voilà. Donc là, je vais juste introduire une notion en plus, c'est les fields. Alors ça, c'est sûr que vous en avez déjà vu dans des applis Slack. Ça permet simplement de présenter des informations sous forme d'un petit tableau qui est un peu propre. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Ok, c'est moi, excusez-moi. Eh oui, c'est mal là. Donc bien sûr, pour faire tout ça, vous avez besoin d'un petit jeton d'authentification au hôte. Alors c'est un truc très important quand vous allez faire des tests. Une appli, là je ne le fais pas devant vous parce que c'est quelque chose que j'ai déjà setup, mais une appli Slack, elle a un certain nombre de droits et à chaque fois que vous les modifiez, il va falloir réinstaller l'appli. Donc je dis juste ça pour vous éviter le mal de tête infini qui s'ensuit. Donc le jeton OAuth qui est ici, il correspond à un ensemble de droits. Si vous modifiez les droits, il faut réinstaller l'appli, ça prend 2 clics, mais il faut penser à le faire. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un message privé maintenant, c'est plus dans Général. Et là, voilà, donc ça c'est les fields dont je vous parlais, et ça présente effectivement les choses de manière un peu plus sexy. Un attachment, il peut avoir un titre et du contenu. Donc là, bon, on a un titre, une petite couleur et des fields. Ça marche très très bien. Ça c'est pour éviter parce que, en fait, très rapidement, il va y avoir un peu une saturation cognitive des messages Slack, parce que comme d'habitude, ces blocs de texte écrits par des humains, on ne repère pas tout de suite l'information.
Et comme les blocs peuvent vite devenir gros, c'est important de styler, de séparer les attachments, de mettre des fields pour que ça reste vraiment très lisible. Voilà. Mais donc pour l'instant, mon bot n'est pas interactif, comme on pourrait dire. C'est pour ça que nous allons rajouter des petits boutons. Voilà. Ça ressemble à quelque chose ou non hein? Je vérifie juste, histoire que ça ne nous pète pas à la gueule. Et si ça va nous péter à la gueule, on va... Okay. Tu finis là. Voilà. Donc, on va commencer à rentrer dans le dur un petit peu. Ça, c'est la spécification d'un bouton, d'un jeu de boutons, plus précisément. Donc, on a toujours les fonctions normales. Maintenant, on est obligé d'avoir un callback ID qui sépare en fait les attachments neutres et passifs des attachments actifs. Et ça, c'est un callback ID qui vous est renvoyé au moment où l'utilisateur clique sur le bouton. Et ensuite, on va avoir un tableau d'action. Chaque action représente un bouton, là en l'occurrence. La première est un bouton et la seconde est un select, donc un drop-down simple avec plusieurs options. Voilà, ça me paraît clair, pas clair. Point. Alors, c'est parti. Et voilà ce que ça peut donner. Donc on a bien le bouton, etc. Et quand on va interagir avec ça, ça va taper sur le webhook sur mon ngrok et renvoyer à mon serveur. Donc par exemple, on va lancer un dé au hasard. Et voilà, il me dit j'ai lancé 6 dés à 8 faces et j'ai eu un résultat qui est 24. Je vous montre juste le select, quelle gueule il tire. Voilà. Donc, c'est pas mal parce que c'est là qu'ils sont bons en design et que les trucs en général ont une gueule pas mal. Quoi. Je t'écoute. Chaque fois que tu vas interagir avec le select ou le bouton, ça va envoyer une requête. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, je suis passé vite. Si tu veux juste changer le select et ensuite, je sais pas, genre, c'est un formulaire, tu as 3 selects, tu fais valider. À chaque fois que tu vas modifier ton select, ça va appeler ton endpoint. Malheureusement, oui. Okay. Ouais, carrément. Et dans certains cas où tu as plusieurs interactions, effectivement, c'est chiant parce qu'il y a toujours la latence de l'aller-retour avec le serveur. Du coup, sur un seul form, tu vas recevoir un 4 requêtes. Ouais, c'est ça. C'est à toi de gérer ça. Ouais, tout est, les choses passent un par un. Mais effectivement, on voit à chaque interaction, j'ai une petite requête post qui m'arrive sur le webhook qui était convenu. Pourquoi c'est chiant la latence je renvoie le rapport avec du serveur? Parce que si t'en fais rien au final, ça fait rien que ça t'envoie une enquête. Ça fait de la charge pour toi. Non, en fait, ce qu'on veut dire, c'est si tu as plusieurs boutons et que tu veux cliquer le 1, le 3 et le 6, bah, tu vas cliquer le 1, il faut attendre que le truc se recharge pour cliquer le 3. Il faut attendre qu'il recharge. Et ouais. Ok. Et ouais, parce que lui, il bloque le message pendant ce temps. Ouais. Juste, il y a un truc sur lequel j'irai pas non plus ce soir, mais qui est tout aussi bien documenté que les boutons. En fait, Slack, ils ont une nouvelle feature qui est sortie il y a 1 mois et quelques au niveau interaction, qui est que vous pouvez créer maintenant des modales. Donc ça, c'est un peu le step d'après par rapport à ce qu'on fait tout de suite. Vous pouvez créer carrément une modale, et là-dedans, il va y avoir des champs de texte, des combos. Ils ont rajouté des types d'input, parce que les champs de texte n'existaient pas avant. Donc c'est assez intéressant. Tu peux changer, étant donné que chaque interaction, tu as une requête, est-ce que tu peux changer le message initial en fonction de la requête que tu vas... Exactement ce que j'allais dire tout de suite en plus. Bien vu. Et que j'avais oublié de vous préciser en regardant le code, c'est pour ça que j'aime pas partir de code tout fini. C'est que dans la requête, quand j'ai l'interaction de mon utilisateur, en fait, il va m'envoyer une nouvelle valeur qui est original message. Et ça, c'est un timestamp qui identifie de manière unique le message d'origine et qui me permet de le modifier. C'est-à-dire que je peux... Vous voyez ici, c'est pas post message, c'est update message. Et il va aller modifier le message original. Et en fait, c'est déjà ce qui se passe là. Si vous regardez, les boutons ont disparu, ont été remplacés par la réponse. Juste vous remontrer. Vous voyez que je ne manque que peu. Vous voyez, donc j'ai tout ce bazar. En fait, mon message, il commence là. Et si je clique, voilà, j'ai remplacé tous les attachments par un seul attachment.
Une petite précision, là j'utilise tout ça vous pouvez le faire avec l'API HTTP de Slack qui est normal, mais moi j'utilise une librairie qui n'est pas parfaite mais qui est pas mal, qui s'appelle Slackbots avec un S. Voilà, donc ça abstrait un peu les messages, les fonctions les plus communes, envoyer des messages, updater des messages et tout ça. Elle a des petits défauts, mais elle fonctionne suffisamment bien. Donc bon, ça c'est ma logique, on s'en fout un peu finalement. Ça c'est là où votre appli géniale sera. Mais je veux juste vous montrer, voilà, moi je construis un nouvel attachment et finalement je récupère le message original et je remplace attachments par un tableau avec seulement mon nouvel attachment. Parce que tout à l'heure je vous ai dit une bêtise, en fait original message ne contient pas le timestamp du message, il contient l'objet JSON du message entier. Vous voulez qu'on y jette un œil ou ça ne coûte rien? Voilà. Et donc ça, en fait, ça correspond à l'objet JSON que moi j'avais envoyé à la base, qui est juste agrémenté de quelques infos de type de choses intéressantes pour Slack. Et à partir de ce timestamp, je peux l'updater. Donc ça, basiquement, c'est la brique pour commencer à créer des applications sur Slack qui sont interactives et qui ont un bot donc résident qui est capable d'envoyer des messages à sa propre initiative. Non, disons. L'identifiant du message, c'est le timestamp. Ouais. Sur tout Slack, sur tous les messages Slack, pour identifier un message, c'est un timestamp. Mais c'est un timestamp avec des millionièmes de timestamp. Donc là, on est à la nanoseconde ou un truc comme ça, je pense. Après, effectivement, c'est une bonne question, mais comme tu renvoies sur la team, tu es quand même localisé sur la team en question. Tu ne renvoies pas sur Slack en général. Donc, faut. Ouais, c'est rigolo. Ben, c'est-à-dire que, en fait, ce timestamp identifie ce message sur la team, pas sur Slack en général, parce que c'est vrai que s'il y a des milliards de messages Slack par jour, la probabilité que ça tape existe, quoi. Voilà. Donc, est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va changer un peu de mode d'interaction là dans une minute. Donc sur ces manières de faire, non? Rien? Pour faire tout ça, est-ce qu'il faut souscrire à la version payante de Slack? Pas du tout. Non. C'est accessible même dans Ouais, carrément. Là, c'est une team gratuite que j'ai créée en 2 minutes. on peut pas remonter dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Voilà, la précision, c'est ça. Slack, si vous ne payez pas, vous avez droit qu'à 10 000 messages par team. On en sait quelque chose. Et voilà, le premium de Slack, qui est finalement très cher, c'est uniquement pour avoir cette limite qui est soulevée. Voilà, un petit détail, bon, je ne sais pas si vous retiendrez tout, mais c'est en gros dans le... Comment dire? En gros, dans la requête qui vous est envoyée, vous allez avoir la réponse. En fait, c'est ça que je ne vous ai pas montré. C'est, je pense, quand même intéressant, hein. Je vous demande juste un peu de patience. Donc le payload, il arrive en JSON, il faut le parser vous-même. Ce sont les choses de la vie. Donc ça, c'est mon message original. Ça, c'est l'action, donc de ici à ici. Et vous voyez, donc en fait, dans Actions, vous allez avoir vraiment la réponse que le mec vient de faire. Donc que ce soit la valeur du bouton ou sur un select, la valeur de l'option qu'il a choisie. Et après, tout le reste, c'est uniquement des identifiants pour votre petite organisation interne. On ne s'éternise pas là-dessus. Et donc, on va arriver au plus haut niveau possible d'interaction Slack, en tout cas sans intelligence artificielle, qui est la RTM API. Donc là aussi, pour ça, j'utilise la librairie
Slackbot, qui est vraiment très très pratique, et qui fait ça sous forme d'événements, comme en JavaScript, c'est un événement classique. Donc, ce qu'elle appelle un message, en fait, c'est n'importe quelle interaction qui est arrivée sur une channel où le bot est invité. Et ça, c'est un détail important, il faut que le bot soit invité sur les channels pour pouvoir capter les événements. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc là, j'ai plus besoin d'ngrok à partir de là, puisque on n'est plus sur de l'écoute de requêtes HTTP. Voilà, et ça, en fait, c'est le flux d'événements qui commence à arriver depuis ma channel Slack. Et vous allez voir que si, par exemple, je me mets à taper, il ne va pas me faire un événement parce que j'ignore l'événement type. Où c'est qu'il est? Excusez-moi. Hein. Ok. Ah oui, non, ok, excusez. C'est bon. Donc là, on voit l'événement user typing. J'envoie un message. On voit le message complet qui arrive, donc la channel, le user, le texte complet. Donc c'est à partir de ça que vous pouvez vraiment commencer à faire, des interactions bourrines qui sont soit à l'initiative de l'utilisateur, soit à l'initiative du bot, parce qu'il a détecté une action ou un comportement qui déclenche ces règles. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un ngrok? Excuse-moi? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un ngrok? J'en ai plus besoin. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce que tu récupères les messages? Là, dans ce mode-là? Ouais. Ok, alors effectivement, en fait, je récupère les messages ici. Donc mon bot avec la librairie Slackbot se connecte à l'API RTM. Ouais. Et donc il est souscrit à ce log d'événements. C'est ça. C'est le bot qui missionne. Voilà. Et donc bot on message, voilà, à chaque message, il active la fonction. Donc il va m'en renvoyer tout plein d'infos, et moi selon le type de message, là par exemple je vérifie juste que ce n'est pas le bot qui est en train de parler pour éviter qu'il se mette à se répondre à lui-même. Et ben on va pouvoir commencer à faire des choses qui sont plutôt sexy. Du coup, la démo que je voulais vous faire ce soir, c'est faire un bot, puisque apparemment Nicolas Collin a décidé au début de l'année que toutes les startups françaises devaient parler anglais sur leur Slack et sur leur communication interne, et que c'était très important. Donc on va faire un petit bot qui vérifie que tout le monde parle anglais. Et je pense qu'ultimement on l'installera chez Comet, puisque c'est un sujet. Donc pour ça, j'utilise une API qui s'appelle Language Layer, parce que Google Translate, c'est vraiment... c'est chiant à installer, quoi. Il y a des piles de trucs, et en plus il faut avoir un nom de domaine qui est vérifié par Google, etc. Donc c'est carrément ingérable en dev. Donc Language Layer, au passage, c'est une API, elle est gratos, elle fait 5000 requêtes par mois gratuitement. Et elle est plutôt géniale. Je vérifie juste, ah oui, detect. Voilà. Donc là, je ne vais pas le coder en live, on va commenter le code ensemble. Ce sera plus efficace, je pense. Donc ce qui se passe, je vérifie que le message est bien un texte, je vérifie que ce n'est pas le bot qui l'a donné. Je vais envoyer le texte, uniquement le texte du message à ma fonction detect. Donc elle, tout ce qu'elle fait, c'est envoyer le texte finalement à l'API Language Layer. Je vais recevoir donc un code de langage, un nom de langage et une probabilité, parce que sur des très petites phrases, la probabilité est faible, donc c'est pas très intéressant. Et si le langage n'est pas anglais et que la probabilité est supérieure à 10, je vais lui mettre un tir. Et ça lui apprendra bien la vie. Ça peut arrêter à 10. Excuse-moi. Jusqu'à combien les probabilités? C'est jusqu'à 100. Ouais. Mais après, ça augmente rapidement, parce qu'au bout d'une dizaine de mots, la probabilité devient très élevée, quoi. Donc là. Voilà, si tout va bien. Bonjour les amis, j'adore parler de chocolatine. Ça marche pas du tout.
Et pourtant si... Ah si, c'est ça. Pardon, c'était juste un petit lag. Et voilà. Donc bon, j'ai rajouté une petite combine, j'utilise le code de langage pour faire le drapeau à la fin. Ça marche modérément bien tant que c'est des langages très connus. Mais donc, it's great to speak English ne va pas déclencher le bot, on peut le vérifier parce que je lui fais loguer la probabilité. Voilà. Là, bon, la phrase est courte, il a une probabilité faible, mais... Ouais, c'est ouf. Ein Berliner, par contre, il va être pas content parce que c'est de l'allemand. Je ne saurais dire. Non, je pense que c'est l'inverse. Mais vraiment, c'est très... Comment ? Tu fais quand c'est plus grand que 10, la probabilité est plus grande que 10. Ouais. Donc c'est qu'il y a des chances que ce ne soit pas dans le plus la probabilité est grande, moins il y a de chances que Non, il donne la probabilité, et il donne un langage et il dit il y a tant de pourcents de chances que ce soit bien tel langage. Et la valeur augmente vraiment très rapidement au fur et à mesure que tu rajoutes des mots. C'est pour éviter sur des petites phrases ou des mèmes ou des blagues. Ouais. Et ouais, c'est ça. Ou hindi avec des caractères Unicode qui ne sont pas les mêmes. Ou, ouais. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc, ben voilà, encore une fois, ça, vous facturez ça, désolé, mais ça c'est 15 jours au moins, et ça nous a pris une petite demi-heure tranquillement. Donc, c'est la bonne nouvelle du soir. Voilà, sky is the limit, braguelotte, faites des magnifiques bots, et posez-moi des questions. Du coup, quand tu es comme ça en train de listen tous les events de Slack, s'il y a un event où tu vas trigger un formulaire par exemple, genre, ouais. Hey, je sais que tu as demandé ça. La réponse et pas logué. Non, mais la réponse, tu l'envoies via RTL aussi? Ah non. En fait, à ce moment-là, je vais remettre mon routeur en place, mon ngrok, et router la réponse. En fait, c'est deux canaux vraiment complètement différents. Ah, ça se complète? Ouais, les deux se complètent. Et du coup, l'avantage quand tu es en RTL, vu que tu es listener, en fait, tu réponds quand tu veux, quoi. Tu as des temps de traitement, tu t'en as rien à foutre. Alors que quand tu es avec les webhooks... Et ouais, lui, il voit la latence, ouais, tout à fait. Même si c'est semi-vrai, parce que quand même, on est habitué à des interactions très rapides avec les bots, mais si on ne sait pas qu'il écoute, on n'est pas forcément surpris. Voilà. Au niveau code, c'est tout ce que j'avais. Oui, ouais, bien sûr, pas de problème. Le point qu'on avait tout à l'heure de dire on appuie sur un bouton, on est obligé d'attendre que la requête repasse pour appuyer sur le deuxième bouton, sachant qu'on a un timestamp pour chaque message, potentiellement, on pourrait ne pas attendre la réponse de l'utilisateur et modifier le message directement. Donc là, je ne suis pas sûr d'avoir compris, excuse-moi. C'est vrai, j'ai essayé de reformuler, ça m'a indiqué que... Non, c'était juste une idée comme ça, mais je ne suis même pas sûr que ce soit possible. En fait, je vais te montrer un exemple de pourquoi la latence peut être chiante. Et ça, c'est mon dernier petit bout de présentation. Et en plus, c'est une super exclusivité parce que c'est un bout de comète que je vais vous montrer tout de suite, si tout va bien. Donc bientôt, on va proposer à nos freelances de déclarer toutes les semaines les jours qu'ils ont travaillé. Et au lieu, à la fin du mois, de faire un fichier Excel improbable avec des formules et tout, on utilisera un Slackbot. Le problème qu'on a eu, c'est que les selects sont pas multi-select. Donc on peut renvoyer qu'une réponse à la fois. Et donc on a bricolé un petit bout de bot qui, lui, marche pas. C'est une idée qu'on a eue. Non, c'est mon ngrok qui est pourri, excusez-moi. Je vous montre juste ça. C'est un peu aussi pour inspirer l'idée qu'il faut être créatif parce que la plateforme a vachement de limites quand même. Ça reste une plateforme de chat et c'est pas fait pour concevoir des applis grandes. Et je pense que c'est aussi pour ça que Slack met beaucoup de limites sur les attachments. On peut mettre que 20 attachments par message, on peut mettre que 5 boutons par attachment. Il limite le truc pour pas qu'on fasse des usines à gaz dans Slack.
Et je pense que c'est une forme de sagesse. Donc là, c'est à ça que ressemblera. Donc vous aurez des dates à la place des mots. Et vous pouvez sélectionner, désélectionner. Donc comment font-ils ça, vous demandez-vous? Eh bien en fait, à chaque interaction, mon state management, c'est les petits emojis cochés ou pas cochés qui sont là. Donc ce n'est pas du tout une fonctionnalité de Slack, c'est un hack complètement dégueulasse, mais ça marche relativement bien. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, il suffit que le bouton valider renvoie par exemple, moi, il renvoie finish en majuscule, et là je sais qu'il faut interpréter l'état qui est représenté par les cases cochées ici. Du coup, tu parses le texte des boutons. Littéralement. J'ai des replays avec des emojis dans le code, et je ne montre pas cette partie à Pierre. Et comment est-ce que tu attacherais du coup des trucs arbitraires sur C'est-à-dire des données arbitraires? Là, tu attaches genre coché, pas coché. Ouais, eh ben alors, ça c'est un sujet auquel je réfléchis pas mal en ce moment. Avec des emojis cachés. Tu peux utiliser les callback ID, et sérialiser de la data dedans. Ouais. Je pense que ça tape juste vite une limite quand même. Mais en gros, c'est que ça, parce que comme propriétés qui ne sont pas display, il n'y en a pas énormément. Donc voilà, pour gérer des données plus complexes, il faut les gérer soi-même, ou être un hacker dégueulasse et commencer à placer des trucs dans les boutons, dans les callback ID, dans tout ça. Ce qui est faisable, ça marcherait très correctement. Voilà, donc ça c'est comment vous saisirez vos rapports d'activité quand vous serez très heureux d'être freelance chez Comet. Et c'est la fin de ma présentation, donc si vous avez des questions, je les entendrai avec plaisir. Sinon, on va... C'est vous qui dites. Rien? C'est bon pour vous? Bah, écoutez. Merci beaucoup.